cette nouvelle émission. C'est dans la presse, tous les mercredis sur Canal 10 et le lendemain sur www.caraïbecreole.com. Mais voilà, c'est que ce soir, nous allons recevoir, comme d'habitude maintenant, trois invités. D'abord, une jeune lycéenne du BTS de communication de Bastère. Bonsoir. Bonsoir. Mélissa, on va se la présenter tout à l'heure. Ensuite, Lise Dolmar, notre consoeur de Guadeloupe Première. Bonsoir, Lise. Bonsoir, bonsoir. Et bien sûr, un communicant, Wilfried Desmoniaux, responsable du service de communication du Parc national de la Guadeloupe. Alors, bonsoir, Wilfried. Alors, avec ces gens, pendant pratiquement 52 minutes, nous allons parler de communication, de médias, de journalisme. Et puis, nous ferons un petit tour aussi sur l'actualité guadeloupéenne et l'actualité internationale, puisque Lise Dolmar et là, nous parlerons d'Haïti, bien sûr. Un article qui est sorti cette semaine sur les batailles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lise, on en parlera. On parlera un peu du 4e Guadeloupe Festival qui sera cette année encore caribéen avec une ouverture sur Trinidad, la crise financière franco-allemande, on ne peut pas, c'est incontournable, on ne peut pas en parler, et puis peut-être si on a le temps, on parlera de la mort de Kadhafi. Alors, on va commencer par présenter nos amis, on commencera par Mélissa. Mélissa, vous êtes élève à Bastère du BTS de communication. La semaine dernière, on recevait pour la première fois l'une de vos consoeurs. Alors, vous avez regardé l'émission la semaine dernière? Oui, effectivement, j'ai regardé. Et quand vous avez trouvé la performance de votre amie, est-ce qu'elle était à l'aise dans la classe? Qu'est-ce que ça a dit après? Je trouve que pour une première émission télé, je pense qu'elle s'est plutôt bien débrouillée. J'ai bien aimé la manière dont elle s'est exprimée. Elle a présenté le BTS. Et puis, étant donné que nous sommes amenés demain à être dans le monde de la communication, à être dans les médias. Donc je pense que c'est une bonne expérience en fait. Bien, merci Mélissa. Alors Mélissa, vous pouvez poser des questions à Lise Dolmar et à Wilfried Desmoniaux. Alors Lise Dolmar, bonsoir, vous avez un parcours journalistique très important. On sait que vous avez été journaliste en Guyane, vous avez réalisé un certain nombre de documentaires aussi, au Suriname mais aussi en Afrique. Et puis, vous avez sorti récemment cet ouvrage qu'on commence à connaître en Guadeloupe, 36 heures en Haïti, on va en parler tout à l'heure. Alors Lise, je vais vous poser une première question et puis on va donner. Qu'est-ce qui vous a amené au journalisme? Moi, vous tombez dans le journalisme. Je ne pense pas qu'on embrasse une profession en parlant de hasard, même si tous les faits pourraient l'indiquer. C'est vrai qu'au départ, je me destinais plutôt vers les métiers comme la sociologie, la psychologie. Et chemin faisant, j'ai atterri en Guyane. Il y avait une opportunité là-bas pour introduire la rédaction d'abord radio de la Guyane. Et c'est comme ça que l'histoire journalistique a commencé pour moi. Vous voulez dire que quand vous étiez comme Mélissa étudiante, vous n'avez jamais pensé un jour où je serai journaliste? Non, ça n'a pas été une idée affirmée dans ma tête. C'était une possibilité que quand elle s'est présentée, je ne me suis pas dit « Oh là là, c'est bizarre, pourquoi je vais faire ça ?» Je me suis laissé un petit peu entraîner par ce courant naturel qu'on appelle hasard. Mais en fait, c'est vrai que je me voyais dans un univers de communication, mais pas forcément le journalisme, même si, à l'issue de mon bac, je voulais effectivement rentrer dans une école de journalisme, il n'y avait plus de place. Oui, c'est en parlant finalement qu'on se souvient de certaines choses. et en fait, je me suis orientée vers la psychologie, la sociologie et ensuite le journalisme en arrivant en Guyane. Oui, Desmoniaux, bonsoir. Alors, vous avez aussi un parcours aussi important dans la communication. Je ne vais pas tout dire, mais on sait que depuis quelques années, vous êtes au Parc national. Le Parc national, l'objet de beaucoup d'attention, on va dire ça comme ça. Depuis quelques années, oui. Depuis quelques années, on vous a connu dans la culture. Tout à fait, auparavant. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, culture, communication, il y a une passerelle? Ah ben, obligé. À partir du moment où on s'adresse au grand public, on s'adresse à tout à chacun. De toute façon, ce sont les mêmes techniques. Moi, je suis un technicien, je suis un professionnel, un technicien de la communication. Je dirais les recettes, les trucs, quel que soit le sujet, elles sont à peu près les mêmes. Et comme j'ai toujours, je dirais, été porté vers ces techniques-là, j'applique mes compétences, mes goûts, mes inclinations à différents sujets. Donc, vous avez parlé de la culture. J'ai fait aussi du marketing politique à l'époque avec le feu Frédéric Jalton. Je suis maintenant dans l'environnement. Donc voilà, tout ça évidemment, toujours autour de la communication. On peut dire ça. Oui. Alors, je me rappelle quand même que vous avez été principal à l'origine de quelque chose qui s'appelait Communique. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, c'était une association qui réunissait un certain nombre de professionnels, journalistes et professionnels de la communication d'entreprise. Nous avions à l'époque réuni d'une trentaine de personnes et les contraintes, je dirais, professionnelles des uns et des autres, parce que
je le dis à Mélissa tout de suite, c'est beaucoup de mobilisation, parfois plusieurs dizaines d'heures d'affilée. C'est très difficile dans ces conditions de mener plusieurs choses de front, et notamment de faire vivre une association comme nous l'avions créée. Elle n'est pas morte, elle est en sommeil, peut-être se réveillera-t-elle un jour grâce aux jeunes qui nous suivent. D'accord, alors je reviens bien sûr vers Lise Dolmar, parce que Lise Dolmar vous a connu, il faut le dire, journaliste présentatrice, comme on disait l'autre fois, femme tronc. Et puis subitement, vous avez disparu des petits écrans. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être parce que je ne me résumais pas à un tronc. Non, ce qui s'est passé, bon, je pense que dans toute rédaction, elle est touchée par le vent du changement, donc c'est des choix de direction. Parlez-vous un peu brutalement. On a eu l'impression, en tout cas, du point de vue des téléspectateurs, qu'au lendemain d'une interview un petit peu, on va dire, polémique entre guillemets avec Sarkozy, bam, disparaissait des petits écrans. Quand on est journaliste, on est souvent en première ligne, Oui, donc exposé. Donc on subit un peu tous les courants, même si on n'arrive pas toujours à les identifier, mais ça permet, d'un autre côté, de rester à rebond. Finalement, on présente un JT, ensuite on est sur le terrain, maintenant je fais des magazines, des documentaires, l'écriture, donc c'est partie, je pense, du jeu. Il faut savoir l'accepter. Vous avez rebondi, c'est ça? Même pas rebondi, je me suis exprimée différemment. L'expression est vaste, hein, et c'est dommage de pouvoir s'en priver. Et je suis très curieuse, et je pense que c'est très intéressant de faire de la présentation, très intéressant d'être sur le terrain, enfin très intéressant d'être et de pouvoir exprimer son être jusqu'au bout, peu importe le support sur lequel on le fait. Oui. Alors, est-ce que quand on quitte la présentation, il y a une nostalgie de la petite lucarne? Non, parce que je me considère être avant tout, mais c'est ma nature. J'aime bien agir dans l'ombre. J'aime pas forcément m'exposer physiquement. Le but du jeu pour moi, c'est de m'exposer, mais à travers mes pensées et mes idées. Et je pense que quand j'arrive à atteindre cet objectif, pour moi, j'ai le sentiment d'être utile. Et ce sentiment d'utilité, c'est ce qui m'anime avant tout. Alors, Mélissa, on va se tourner vers vous. Alors, BTS de communication, ça signifie que demain, vous pouvez vous trouver à la place de M. Benouvier, par exemple. Qu'est-ce que vous envisagez demain dans la position de communicant? Alors, j'envisage éventuellement de faire une licence professionnelle information et communication. Donc, certainement à l'université Paris-Descartes, donc à Paris 5. Éventuellement, ensuite, je pense être en admission parallèle pour entrer à Sub de Pub. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Alors, je souhaite être chargée de communication événementielle. Dans le privé ou dans le public? Plus dans le privé. Plus dans le privé? Oui. Pourquoi? On peut savoir pourquoi? Ce n'est pas par préférence. C'est plus un choix personnel parce que je pense créer mon entreprise aussi, d'être à la tête d'une entreprise de communication événementielle. Et puis, m'épanouir vraiment dans ce domaine. Alors, la semaine dernière, votre collègue qui était ici nous disait qu'elle ambitionnait de quitter la Guadeloupe et de s'expatrier de la communication à l'extérieur de la Guadeloupe. Et vous, est-ce que vous avez envie de revenir ou de travailler à l'étranger? Alors, j'aimerais bien revenir en Guadeloupe, c'est un fait, parce que je pense que la communication en Guadeloupe s'est développée il n'y a pas longtemps. Et puis, je pense que ce serait vraiment un honneur pour moi de développer cette communication, de la faire grandir, qu'elle puisse être fructifiée, plutôt que de partir à l'étranger. Voilà, je pense que... comme au pays, c'est ça? Oui, exactement. Je pense que je suis née dans un nid et puis, comme on dit, on fait grandir le nid petit à petit. D'accord. Alors, Wilfried Desmoniaux, quand on fait de la communication en général, on le dit souvent ici dans cette émission, c'est qu'on a quelque chose à vendre. Est-ce que le parc national est à vendre? C'est une question à double tranchant. Oui, tout à fait. Non, le parc national n'est pas à vendre et d'ailleurs, il ne vend rien lui-même. C'est un espace, c'est un territoire qui appartient à tous. Chacun peut en profiter et il est là pour ça. Notre travail, c'est de faire comprendre au public, aux visiteurs, aux usagers qui viennent, qui profitent de ce parc, un lieu de contemplation, un lieu de ressourcement, comment en avoir l'usage de la meilleure façon possible, d'une part pour ceux qui vivent aujourd'hui, mais aussi et surtout pour les générations futures. C'est ça notre travail, et c'est un travail de tous les instants. Mélissa, avec qui nous discutions avant l'émission, disait qu'effectivement l'exposition médiatique du parc national allait grandissant. Je pense que non seulement c'est grâce au travail que nous réalisons
mais aussi parce que ça correspond à une attente et une demande du public, on pourra en reparler. Je pense qu'aujourd'hui, les problématiques environnementales, les problématiques de qualité de vie, de qualité de notre environnement immédiat sont fondamentales. Il y a des tas de choses qui viennent perturber, je dirais, la qualité de notre environnement, et ça préoccupe de plus en plus les gens. Ça agit sur la santé, ça agit sur le cadre de vie, ça agit sur beaucoup de choses, et je pense que c'est devenu d'ailleurs, il me semble que les sondages le montrent, c'est la préoccupation numéro 1. Et vous ressentez ce désir des Guadeloupéens de s'approprier le parc national, et quand je dis s'approprier, parce que quelquefois il y a des dérives. Oui, alors oui et non, je dirais. Oui et non, parce que autant je pense que l'inconscient collectif guadeloupéen se rend compte que c'est un patrimoine qui leur appartient, qui appartient aux Guadeloupéens, et qu'il est important et nécessaire, vital de le préserver. Toutefois, dans le comportement individuel de chacun, on se rend compte qu'il y a, au contraire, là, il y a un problème. C'est l'affaire de tous, mais ce n'est pas mon affaire à moi. Et c'est vrai que là, il y a un gros travail d'éducation, un gros travail pédagogique à faire. L'affaire des poubelles qu'on a retirées sur la route de la traversée dans un but tout à fait pédagogique, on se rend compte qu'il est encore difficile de faire comprendre aux gens qui viennent visiter le parc que s'il n'y a pas de poubelle, c'est précisément pour les inciter à avoir un comportement différent. Donc vous voyez, vous sentez cette prise de conscience? Mais globalement, quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, par exemple, lorsque le parc national a été créé en 89, on a fait des progrès quand même. On a fait des progrès, même si on est loin d'obtenir aujourd'hui les résultats qu'on souhaiterait. Il faudra encore du travail. Alors, quand on parle d'environnement, bien sûr, on est obligé de penser un peu à Haïti, que vous avez vu moins d'un mois, je crois, après la catastrophe. Un mois après. Alors, quand vous êtes arrivé, quelle a été la première image choc? Qui est dans le livre, mais vous-même en direct là, live, qu'est-ce que vous pouvez nous dire quand vous débarquez des GIs directement, oui. Plantés. Je dis plantés parce que c'est vraiment ce que j'ai vu. Et on a le sentiment qu'ils étaient plantés dans l'aéroport, et ça faisait une double sensation de sécurité et d'insécurité. J'ai eu cette image comme ça, forte de GIs, comme ça, droit, campés dans leur botte, le regard fixe. Et on sentait, au-delà de la présence américaine, mais la présence d'une sécurité dans l'insécurité, la présence d'une domination dans une soumission, la présence de contradictions, de courants non seulement de pensée, mais d'État. Donc justement, État et État. Donc il y avait vraiment un tourbillon sur une terre qui avait perdu peut-être le sens de l'orientation. Et c'est un peu ce que j'ai eu comme ça en première pensée, à la fois physique et puis mentale, intellectuelle. Alors, je me souviens qu'à l'époque, on disait que les premiers secours arrivés étaient américains, bien sûr, mais les premiers secours utiles étaient des créolophones, martiniquais, guadeloupéens, parce que là-bas, la langue première, c'est le créole. Je crois que le secours ne mérite pas d'être hiérarchisé. Et je crois que c'est un peu le drame de tout ce qui s'est passé. Le secours, c'est un instinct. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui est en danger, on se précipite pour l'aider. Donc je pense que le secours a été instinctif, peu importe l'emblème qu'il pouvait être porté d'ailleurs. Et c'est ce qui m'a un petit peu... de langue de compréhension quand même, il y a cette fameuse barrière entre guillemets de langue. Au-delà de la langue, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que comme tout le monde, je regardais la télé avant d'y aller. Donc on voyait effectivement l'aide internationale, etc., qui était nécessaire, qui est nécessaire. Mais ce que j'ai voulu observer, moi, c'est ce qu'on ne montre pas tout le temps. Donc, c'est-à-dire l'instinct de l'aide. Et ça, je l'ai trouvé au niveau du peuple haïtien. C'est-à-dire que des petites pelles dérisoires ont tenté d'enlever des tonnes de béton. Et ça, ce sont des images qui frappent. Parce que c'est... Après, en arrivant, la situation est... À l'identique. Ouais, à l'identique. Avec, après mon retour, pareil, à l'identique. C'est-à-dire que dans certains quartiers, comme si on était à Pointe-à-Pitre ou ailleurs, il y a des gens qui vivent avec leurs voisins en dessous, sous le béton. On me dit, par exemple, là, il y a une femme avec 2 enfants qui est sous le béton, il y a la telle, là, c'est mon voisin avec qui je... Il y a des tentes aussi. Il y a des tentes, et puis à côté des tentes, il y a des gens qui réinvestissent les quartiers pour tenter d'y vivre avec les morts. Donc, cette espèce de mélange de mort, de vie, d'ailleurs, c'est la vie. Mais ce qui m'a aussi le plus frappé, c'est que sur ce terrain-là, j'ai eu un sentiment de vie et de sécurité sous les tentes, en voyant des enfants allongés sur des lits de boue, de misère. Dans cet univers-là, il y avait la chaleur de tout ce que l'homme peut dégager quand il est face au dénuement. C'est-à-dire quand il est enfin soi, parce qu'il n'y a rien d'autre autour. Et c'est assez édifiant
de ressentir un sentiment de sécurité, alors que dans nos sociétés, on est souvent fragilisé. Alors souvent, les journalistes qui sont arrivés là-bas étaient, on va dire, un petit peu embarrassés entre être journaliste, c'est-à-dire rendre compte ou aider. Alors est-ce que vous avez été confronté à ce problème? Je pense que je ne me suis pas posé la question comme ça, je me dis je vais être. Donc quand on possède un métier, on a des réflexes qui viennent tout naturellement. Mais j'ai voulu avant tout être parce que je ne pense pas qu'il était nécessaire à ce moment-là de dissocier ce qu'on pouvait voir dans son affect de son métier. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre les éléments et ensuite tenter de faire un tri. Mais on ne peut pas d'emblée être dans une froideur de comportement sur un terrain de l'inédit. Parce qu'on a vu le journaliste, je crois que c'est de CNN, un journaliste américain, un moment, il dépose sa caméra et puis il va aider quelqu'un dans la rue. J'aurais vu peut-être ce même réflexe si j'étais arrivé peut-être 2 jours après. Mais là, mon réflexe a été, par exemple, on a des frais de mission, c'est de donner ce que je pouvais. L'argent 36 heures, c'est ça? 36 heures. Comme CNN qui était là. Non, 36 heures. Arrivé vendredi. Oui, mais c'est Haïti, je suppose. Oui, mais ce que je voulais avoir l'avis de Lise sur un problème de communication et de médias. Bien sûr. Moi, ce qui me frappe toujours dans ce genre de choses, d'événements, c'est que, effectivement, comme vous le disiez, les journalistes ruent les premiers jours, les premières semaines, et au fil du temps, puisque la communication et l'information est devenue un objet de consommation, eh bien on n'en parle plus. Et aujourd'hui, enfin, Lise pourrait nous le dire, je pense mieux que Guillaume, après tant de mois, les problèmes, je pense, sont au moins aussi importants que lors de l'événement, et ça a complètement disparu, et des écrans, et des journaux, et des haut-parleurs des transistors. Donc moi c'est ce qui m'interpelle le plus. C'est cette information-là, moi, qui m'intéresse justement. Cette information qu'on ne donne plus et qu'on remet à l'antenne à partir d'un événement, de l'actualité ou des choses comme ça. Je pense que l'événement précède l'événement. Et si on veut sentir la profondeur d'une manifestation qui peut être intéressante au niveau des médias, c'est tenter d'y être avant même qu'elle émerge. Et c'est là qu'on a toute la matière première, la source nécessaire d'information, parce qu'elle est latente, l'information. Ce n'est pas quelque chose qu'on saisit dans l'événement. Elle est hors événement, cette information. Et quand l'événement arrive, il a du sens, parce que le terrain n'a pas été oublié. On continue de l'ausculter. Et c'est ce positionnement-là qui, effectivement, m'intéresse le plus souvent. C'est arriver dans des endroits où il y a avant ou après, mais pas forcément m'engloutir comme ça parce qu'on voit plus, on ne voit plus. Il y a trop à voir. Mais c'est en tant que jeune citoyenne, jeune Guadeloupéenne, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé en Haïti l'année dernière. Comment vous avez ressenti ça, vous, personnellement? Alors, je trouve que pour Haïti, c'est vrai que c'est une épreuve très tragique parce que ce sont des millions de morts, ce sont des personnes dans la rue, ce sont des personnes qui sans rien demander, ont vécu un traumatisme qui va... C'est une tragédie. Voilà, c'est vraiment une tragédie. Parce que vous savez qu'il y a eu des écoles qui se sont effondrées avec des étudiants en plein cours, des enfants. Beaucoup d'enfants sont morts, vous avez dû vous en rendre compte là-bas. Et ça a été grave. L'école a repris pratiquement près d'une année après. Ça a été difficile le redémarrage de l'institution scolaire en Haïti. Ce qui est fascinant à observer, c'est la posture fondamentale de l'être. En l'occurrence, c'était à Haïti, sur peut-être ailleurs. Et parce qu'on en apprend beaucoup sur soi et sur la marge de l'humanité. Quand on est, je pense, frappé par une telle tragédie, on dégage un potentiel d'énergie qui est intéressant d'analyser. Parce qu'au final, l'histoire d'Haïti, c'est comme une histoire des épreuves. Comment se fait-il souvent on dit que quand on a trop d'épreuves, on est fatigué, on ne réagit plus. Et là, la réaction, elle est toujours là. Et c'est intéressant d'analyser ce processus de force mentale, indépendamment des turbulences ou politiques ou historiques, etc. Et c'est une leçon de vie, d'humanité, qu'on se doit d'observer très finement, parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses à travers cette triste expérience. Mais comment on vit ce sentiment d'impuissance qu'on doit avoir quand on est devant ça? Mais je n'ai pas senti de sentiment d'impuissance. C'est ce qui est déstabilisant. J'ai senti effectivement la catastrophe, donc la douleur. Un exemple tout simple, la nuit, on arrive le vendredi soir, on va directement sous les tentes, Pétionville, un champ de tentes, il fait un peu nuit, on voit une dame, elle est âgée, elle a donc une béquille, parce qu'elle a perdu sa jambe, et elle rigole. Et c'est l'image que j'ai d'elle au loin. Et la dame que j'ai interrogée sous la tente, elle me dit c'est ma mère. Elle
Donc je m'approche, la dame est souriante, elle me dit bonjour. Jamais vu un être aussi droit et en équilibre, alors elle venait de perdre sa jambe, cette dame âgée, il y a quelque temps. Et vous dites dans votre livre qu'en fait c'est une façon de cacher sa douleur aussi. C'est une façon non seulement de la cacher, peut-être pas cacher, mais de la transcender. Je pense qu'on n'est pas en mesure peut-être de comprendre ce qu'on peut développer, peut-être parce qu'on a un patrimoine aussi pour ça. Face à des événements aussi tragiques, on peut développer une force d'équilibre. Parce que garder son équilibre, j'ai vu cette dame en équilibre, au sens propre comme au sens figuré. Alors que nous, on va voir ça, on va dire, oh là là, c'est la fin du monde. Ce qui était nécessaire à sa survie, certainement. Certainement. Oui, alors Winnie, on revient, on retournera tout à l'heure sur Haïti, parce qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir dire sur la carrière, le parcours de Lise Dolmar. Le parc national aujourd'hui, il y a eu un problème il y a quelques mois. On avait le sentiment que les municipalités accusaient le parc national de les déposséder de leur terrain. Alors, c'est pas une communication de crise, mais enfin c'était presque, c'est-à-dire qu'il a fallu réagir. Comment vous avez organisé la com à ce moment-là? Alors c'est vrai que les élus, les responsables, pour beaucoup d'entre eux, le parc national, je dirais, a nationalisé la forêt guadeloupéenne. Le parc national, c'est l'État, il faut se méfier a priori. Aujourd'hui, il faut le savoir, ce qui n'était pas le cas jusqu'à l'année 2006, les élus sont majoritaires au sein du conseil d'administration du parc. Donc ils disposent là d'un pouvoir important, et notre travail, c'était justement de leur faire comprendre que désormais, et c'est pas gagné, désormais, les élus guadeloupéens sont majoritaires et peuvent décider eux-mêmes, ce qui est extrêmement rare, c'est un cas de figure qui est assez rare, ils peuvent décider eux-mêmes de l'avenir de leur parc. Ça, c'est déjà une première chose. Donc nous avons organisé des réunions, nous sommes allés au-devant des élus et nous continuons à le faire, puisque depuis maintenant environ un mois, nous avons redoublé les réunions publiques sur différentes thématiques, la pêche, l'agriculture biologique, le tourisme, bref, tous les sujets sur lesquels le parc national est aujourd'hui impliqué, pour, d'une part, sensibiliser les élus, ou les décideurs, les associations, etc., mais aussi le grand public, aux grands enjeux qui se posent à eux à travers cet outil qui est à la disposition, et ça je ne le dirai jamais assez, à la disposition des Guadeloupéens pour l'avenir de leurs enfants, finalement. Alors, en termes de superficie, le parc aujourd'hui occupe combien d'espace sur le territoire de la Guadeloupe qui compte 1700 km²? Alors il faut comprendre qu'aujourd'hui, je vais essayer de décortiquer rapidement. Il y a ce qu'on appelle un cœur de parc, c'est-à-dire des zones entièrement protégées qui bénéficient d'une protection totale. C'est une grande partie dans la forêt tropicale guadeloupéenne, sur la Basse-Terre, environ 17 500 hectares, c'est-à-dire 10% de la surface de l'île, de l'archipel. À côté de cette zone forestière, il y a des zones de littoral autour du grand cul-de-sac marin et des zones marines, des îlets, tout ce qui est la biodiversité marine, depuis pratiquement Anse-Bertrand jusqu'à des haies, pratiquement, l'île Caouane, la tête à l'anglais, tout cela c'est classé. Et puis, en Côte-sous-le-Vent, les îlets pigeons, la fameuse réserve Cousteau, entre guillemets, qui sont intégralement protégés. À côté de cette zone entièrement protégée, il existe ce qu'on appelle aujourd'hui une zone d'adhésion, c'est-à-dire un ensemble de communes qui, par leur position par rapport à cette zone protégée, occupent une place privilégiée. Toutes les communes de la Basse-Terre sont considérées comme zone potentielle d'adhésion. Toutes les communes de la Basse-Terre? Toutes les communes de la Basse-Terre, plus toutes les communes qui sont situées autour du grand cul-de-sac marin, c'est-à-dire celles que j'ai citées tout à l'heure, Anse-Bertrand, Petit Canal, Port-Louis, etc. Ça fait 21 communes en Guadeloupe. 21 Guadeloupe qui sont concernées de près ou de loin par le parc national, soit effectivement parce qu'elles possèdent sur leur territoire une zone protégée, intégralement protégée, soit parce que, je dirais, elles sont dans la zone d'influence du parc et qu'elles peuvent bénéficier, je dirais, de l'attrait que peut représenter le parc pour elles en termes d'accueil, en termes de développement, en termes d'aménagement, en termes de respect de l'environnement, en termes d'éducation aussi à l'environnement, c'est très important. Et nous menons avec toutes ces communes-là des actions dans tous ces domaines pour les accompagner, je dirais, à un développement harmonieux qui fasse la part, je dirais, du développement, mais aussi de la protection de notre environnement. Donc une question, qu'est-ce que, selon vous, qui fait qu'il y a cette distance qui bloque encore l'habitant avec la nature, avec le parc,
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement pour briser cette espèce de distance inconsciente qu'il y a entre nous, la nature, et l'intérêt de la protection de la nature? Parce qu'il y a quand même encore cette espèce de clivage. Oui, oui. Alors je ne dirais pas que la nature fait peur, mais il est vrai que chez nous, traditionnellement, nous donnons le dos à la mer. Et c'est si vrai que les sondages, lorsqu'on demande tout un chacun guadeloupéen de citer un lieu, un site naturel qui leur vient en premier, ils ne citent jamais la mer. Jamais la mer. La mer n'est pas considérée a priori comme un milieu naturel. Ça peut s'expliquer psychologiquement. Ben oui, non, mais, et même historiquement. Et même historiquement. historiquement. Donc déjà, ouais, voilà une première réponse. La forêt aussi. La forêt, c'est un lieu un peu comme ça, magico. On a un peu peur, donc on donne le doigt à la forêt. C'est pas un lieu où les Guadeloupéens, enfin nos populations en tout cas sont en tout cas les traditions sont des traditions, je dirais, un petit peu de crainte et repoussoir. Il faut dire aussi, Wilfried, que la population de la Guadeloupe, c'est d'abord la frange sur la frange du littoral. Voilà, c'est cela. On n'entrait pas dans le monde, sauf qu'on était nègres. Et puis en dernier lieu, la nature, le milieu naturel est un lieu, je dirais, de consommation. C'est un lieu où on vient se servir. On vient prendre, on vient prélever, on vient, que ce soit de la terre, du sable, du bois, toutes sortes de choses. Et à partir de là, il y a effectivement un problème pour, je dirais, faire admettre ou faire comprendre, faire assimiler le fait que ce milieu naturel, ben, d'abord, il appartient à tous, et pour qu'il soit transmis à nos enfants, ben, il faut commencer soi-même par y faire attention. Pendant combien d'années on a jeté nos déchets dans les rivières, combien d'années on a prélevé de l'eau sans faire attention aux conséquences. On allait traditionnellement faire la lessive dans les rivières, on allait laver la voiture, on allait... Juste une petite remarque, en créole on dit très bien, rafoussant rasé. Voilà. Mais oui, ça explique bien. En bois. Voilà, absolument. Et ça ne se change pas du jour au lendemain. On a fait des progrès, je le disais tout à l'heure, on a avancé par rapport à il y a quelques années, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Heureusement, je pense que Mélissa pourrait nous confirmer, les jeunes ont un regard un peu différent, n'est-ce pas, sur cette affaire-là. Alors, je pense que au niveau des jeunes, c'est vrai que nous ne sommes pas assez conscients de la chance que nous avons d'avoir un patrimoine tel que le parc de la Guadeloupe, qui représente un patrimoine très riche. C'est vrai qu'en même temps, nous avons tendance à profiter quelque part de tous ces avantages qu'on met à disposition. C'est-à-dire que nous allons, par exemple, quand on va à la rivière, on emmène nos ordures, enfin, on a nos ordures, on part avec nos ordures. C'est plus comme... comme... Est-ce réflexe chez les jeunes aujourd'hui de dire papa ou maman ne jette plus, etc. Est-ce qu'un jeune aujourd'hui est capable de dire ça à ses parents? Parce qu'on voit souvent des parents qui balancent des canettes par la portière. Alors est-ce que ça arrive ou du monde va pas non, il y a quand même une poubelle ou bien garde ta canette tout à l'heure? Oui, éventuellement, si on se penche sur ce cas, je pense que c'est l'enfant qui joue le rôle du parent. C'est-à-dire que l'enfant, suite à des communications qu'il a déjà entendues, même depuis l'école, on dit à l'enfant, bon, tu as consommé une canette, bon, tu le mets à la poubelle. Donc après, c'est un effet répétitif, voilà, c'est un réflexe, comme on dit, un réflexe conditionné. C'est-à-dire que l'enfant, il sait que quand il a une canette, quand il mange quelque chose, peu importe, il sait qu'il doit le jeter. L'enfant devient l'exemple. Hein, oui, exactement. Bon geste, oui. En termes de communication, quels sont les axes du parc national aujourd'hui? C'est-à-dire quels sont les messages qu'on essaie de faire passer aux journalistes? Parce que nous sommes aussi des clients, nous sommes des publics, puisqu'il y a le grand public, mais il y a le public des médias. Comment on les travaille sur lesquels je m'appuie, et je te remercie de me recevoir. Je remercie aussi tous les confrères, parce que c'est vrai qu'ils nous aident, ils sont un petit peu une caisse de résonance, des relais pour nous et pour moi, qui travaillent quotidiennement avec eux. Alors il se trouve que j'ai été moi-même un petit peu journaliste, donc je connais un petit peu leur manière de regarder. Il faut connaître les techniques et tout cela. Donc c'est vrai que bon,
on s'adresse à eux de manière à ce qu'effectivement, Ça se à passe les bien en intéresser. général, je Oui, dis. Oui. généralement, ça se passe très bien. Bon, je pense que, sans nous vanter, le parc national est un des organismes publics qui communique le mieux. Beaucoup. On a des outils, on a... Voilà, on- 20 ans le parcours du cœur, Oui. l'alirondage, Oui. mon parc à moi, c'était au roman ouvert, le Petite parc plaquette, là. national, manque d'emploi, et surtout, le Ça, c'est le bijou. L'agenda des parcs nationaux, Agenda. qui est diffusé, donc, puisque nous sommes au mois de novembre, qui va commencer à être diffusé un petit peu, justement, à tous nos partenaires, dont les journalistes. Et tout ça, ça crée je dirais, un climat de confiance. Oui. Avec les gens avec qui on travaille, je le dis pour Mélissa parce qu'il faudra qu'elle travaille aussi dans ce sens-là. Et ce climat de confiance, il est extrêmement important pour établir une bonne communication avec les professionnels de la presse qui nous écoutent et qui regardent, parce qu'il y a énormément d'informations. Un journaliste reçoit au moins 150 000 par jour, au minimum. Et donc, pour qu'effectivement, il décèle l'information qu'il va retenir et dont il va parler dans son journal ou dans son reportage ou sur son antenne, il faut trouver le truc, la manière de s'adresser à lui. On fait de gros efforts à ce niveau-là. Alors, je voulais justement vous parler un peu des manifestations que vous faites chaque année. C'est un festival de films documentaires qui a commencé depuis 4 ans, c'est quoi 7 ans. 7 ans déjà. Oui, la 8e année en 2012. La 8e année. Comment ça s'est goupillé au départ? Au départ, on est parti véritablement un peu à l'aveugle. On ne savait pas du tout où on allait. On nous a proposé d'organiser ce festival en Guadeloupe. Alors, on s'était dit que, d'une part, l'image fascine le Guadeloupéen. Le Guadeloupéen est quand même assez fasciné par l'image. Donc, c'était peut-être un moyen de s'adresser au public guadeloupéen pour le toucher dans à quoi il est sensible. Donc, ce projet de festival est né comme cela. Pendant une semaine, donc on a choisi le Lamentin parce qu'il y avait une structure qui nous permettait d'accueillir un festival dans des conditions convenables. Et puis d'année en année, les choses ont on s'est rendu compte que ça prenait, que ça intéressait de plus en plus les gens. On intervenait également dans les écoles tout de suite. Dès la première année, on était intervenu dans les établissements scolaires pour faire passer les messages, projeter des films. Et puis progressivement, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait véritablement touché. Et on a créé un outil qui on l'espère, se développe et va devenir quelque chose d'important en Guadeloupe, une manifestation culturelle d'importance. Alors ça me permet de faire le lien avec Lise qui a réalisé, je vois, 1, 2, 3, 4 documentaires, dont l'un qui s'appelle Les grossesses précoces en Guyane a obtenu le prix Média France en 26 minutes. On est journaliste de presse audiovisuelle, aussi on fait du documentaire et vous êtes l'une des journalistes guadeloupéens à avoir fait le maximum de documentaires. Comment ça se met en place quand on est journaliste comme vous sur le terrain? Oui, je pense qu'il y a autour de moi, dans la rédaction, beaucoup aussi qui ont fait des documentaires et des magazines. Oui, il y en a pas mal. Pour ma part, le documentaire, c'est vraiment le moyen d'aller jusqu'au bout d'un propos, puisqu'on a le temps de parler, de faire parler et d'entendre. Et il y a des thèmes qui m'interpellent, vraiment les thèmes de société, parce que je pense que souvent on n'observe pas assez des petites choses qui font partie de notre quotidien. Et quand on les décode, ça donne du sens sur plein d'autres formes d'expression ou d'analyse de situation. Donc pour les grossesses précoces, en Guyane, il y a une population brésilienne. Vous avez été journaliste en Guyane, tu veux dire? Oui, 9 ans. Et c'est vrai que d'emblée, avant d'être journaliste, on est des personnes, on observe notre environnement comme tout le monde. Et donc, sauf qu'on a la possibilité, à l'issue de cette observation, d'en faire quelque chose. Donc, et c'est vrai que dans cet environnement guyanais où il y a beaucoup de populations en provenance du Brésil, et la pratique là-bas, c'est que les femmes sont enceintes très tôt. Et ça, finalement, ça se diffuse dans la population guyanaise. Donc l'idée de ce documentaire autour des grossesses précoces, c'était d'abord lié à une observation. Beaucoup de femmes que je rencontrais jeunes avec des enfants. Et donc on a suivi l'une d'entre elles. Voilà, tout Vous simplement. avez aussi fait un documentaire sur la délinquance en Guyane aussi. Oui. Des bancs de l'école ou bancs des accusés, c'est en 2001. On dit aujourd'hui que la délinquance en Guyane, autant qu'en Guadeloupe, est devenue un vrai phénomène. À l'époque déjà, on sentait déjà venir. On sentait surtout le sentiment de désœuvrement. Et donc le documentaire commence avec justement le jeu favori, c'est le tirage avec les motos là sur le roue, sans lumière, etc. Donc pour moi à cette époque déjà c'était le signe qu'on cherchait des sensations fortes et qu'il n'y avait pas grand chose que la société ne proposait. Et à partir de là, les jeunes vont jusqu'au bout d'un délire parce que ça donne des frissons et puis etc. Mais
c'est vrai que ça se termine souvent très mal. Donc les germes déjà de cette violence, cette quête de sensations fortes de considération émergeaient déjà à cette époque, effectivement. C'est une question peut-être à vous amis. Oui, donc à Madame Dolmar, donc suite à ces nombreux reportages que vous faites, j'aimerais savoir comment faites-vous pour attirer, pour que les lecteurs se sentent impliqués? Y a-t-il des techniques journalistiques que vous mettez, que vous utilisez plutôt? Oui, il y en a une particulièrement qui est toute simple, c'est que j'aime bien partir d'une situation concrète, qu'on s'attache à un personnage, à une image, à une problématique à travers quelqu'un, donc une femme ou un homme. À partir de cette observation et de cette écoute de cette personne, on peut remonter et conceptualiser le documentaire. Donc partir toujours d'une situation particulière, parce qu'on peut se reconnaître à travers cette situation d'une manière ou d'une autre, pour remonter à une généralité et puis essayer d'élargir un peu le propos. Donc c'est vrai que je commence toujours par cela. Donc c'est vrai qu'en termes de communication, donc M. Desmouliot, cet aspect, le fait que nous soyons nous-mêmes, le fait enfin pour partir d'une situation qu'auquel le parc national, c'est vrai que il est réel, donc nous devons le respecter. Et vous parlez au début de l'émission du fait qu'il faut avoir un comportement comment dire, citoyen, mais vous avez plus insisté sur l'aspect éducatif. Donc c'est ça que vous souhaitez vraiment mettre au cœur de votre communication. Oui, le public scolaire en particulier est le public privilégié. Parce que, bon, comme je le disais aussi, un parc national, c'est aussi pour les générations futures. Donc les jeunes enfants sur lesquels, puisque comme savoir que le parc national s'adresse chaque année dans les classes, dans le cadre de projets pédagogiques, à plus de 2000 enfants par an, hein, dans les écoles guadeloupéennes. On intervient dans le cadre de projets pédagogiques, environ 2000 enfants par an, ce qui fait qu'on est en train de semer aujourd'hui pour récolter demain des idées, des comportements, des regards sur notre environnement. C'est pour ça qu'on a choisi comme public privilégié ce public-là. Et comme pour d'autres choses, ce qu'on espère, c'est aussi que les enfants, une fois rentrés chez eux, aient une influence sur le comportement de leurs parents, même si on sait que ça reste souvent limité. Mais c'est un petit peu cette idée-là que nous avons. En fait, nous sommes dans une démarche pédagogique, que ce soit vis-à-vis du grand public ou des scolaires, mais évidemment surtout des scolaires. Nous sommes dans une démarche pédagogique de sensibilisation, en fait, hein, d'éveil à la nature, et donc de modification progressive du comportement. Donc, sur le long terme. Donc vous pensez que cet aspect pédagogique, vous pensez qu'il y a eu des bons retours en fait pour le parc national? Moi je le pense, enfin pour les plus anciens d'entre nous qui étaient là à l'époque où il n'y avait pas de parc national, je pense qu'aujourd'hui les choses ont quand même évolué. Et puis moi, enfin je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi je pense qu'on tremble à l'idée de ce que serait aujourd'hui la Guadeloupe s'il n'y avait pas de parc national. C'est dit comme ça, ce serait terrifiant. Bon voilà, à l'époque on parlait de construire des hôtels dans la forêt, d'installer des cours de tennis, des golfs, de défricher la forêt pour installer des terrains de sport, des structures touristiques et hôtelières, bon, enfin, des choses en soi peut-être très intéressantes, mais voilà, les touristes auraient-ils continué à venir en Guadeloupe si on avait fait cela? Il y a une question quand même qui est importante, c'est de savoir l'importance de ce parc, premièrement dans la sphère caribéenne. Parce que la dimension parc national, c'est quelque chose de tout à fait franco-français. Je ne sais pas si à Trinidad ou à Barbade, on a tout à fait la même conception, parce qu'il y a souvent des réunions sur l'écosystème, sur l'environnement de la Caraïbe. Alors comment est perçu ce parc national guadeloupéen? Bon, alors c'est vrai que nous avons en Guadeloupe un parc à la française, oui, puisque la Guadeloupe est un département français. Toutefois, un parc national, même en France, obéit à des règles qui sont celles de l'Union internationale pour la conservation de la nature, et que ce label parc national, il est attribué aussi parce que nous remplissons les conditions internationales. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on appelle les conditions internationales? C'est-à-dire des conditions de qualité d'environnement, des conditions aussi, je dirais, de chance, de préservation de la biodiversité sur le long terme.
un parc national, c'est pas un jardin public, par exemple. Donc tout ça est défini par des conditions scientifiques qui sont observées. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et on a vu des espaces protégés dans le monde perdre ce label-là parce que l'Union internationale pour la conservation de la nature ne reconnaissait plus les espaces considérés comme étant de valeur suffisante, de qualité suffisante pour conserver ce titre de parc national. Aujourd'hui, dans le monde, où que vous alliez, quand vous prononcez le parc national, tout le monde sait ce que ça veut dire. Alors, et d'ailleurs, en Haïti, aujourd'hui, si la situation est ce qu'elle est, les défrichements incroyables auxquels on a, entre Saint-Domingue et Saint-Domingue, c'est spectaculaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Lise. C'est bien parce que, justement, les normes internationales qui permettaient de préserver ce milieu n'avaient pas été peut-être tout à fait respectées, même si il y a des raisons objectives et compréhensibles. Je n'accuse pas les Haïtiens eux-mêmes de cela, mais bon, voilà, la situation. Le résultat est là. Sauf qu'il reste quand même aussi des zones, donc ça doit être mineur, c'est vrai que c'est pas le reflet du pays totalement, mais c'est encourageant d'observer aussi des zones où c'est vraiment très très vert. Dans Thomasin. Vous avez quelques photos dans votre Thomasin a quelques. La vue de Thomasin, je ne sais pas si on peut voir. C'est à même pas 2 heures de Port-au-Prince. C'est magnifique. C'est magnifique. Dans les montagnes. Alors, moi j'ai envie de revenir avec Wilfried Desmoniaux sur la question de ce fameux. Comment dire, sur ce projet en tout cas. Il y a un projet qui peut affecter le parc national, c'est un téléphérique. Alors, on sait qu'aujourd'hui, aucune décision n'a été prise. Alors, la première question qui se pose, c'est savoir quel est le rôle du parc national en tant qu'autorité environnementale sur cette question. Alors, il faut savoir que, bon, on le sait, le parc national est un espace protégé. Et que dans les espaces protégés français, et dans beaucoup d'endroits dans le monde, de telles installations ne sont pas autorisées, ne sont pas permises, parce qu'on considère, et notamment l'Union internationale pour la conservation de la nature, ou le Comité national pour la protection de la nature, considère que c'est une atteinte portée au milieu naturel, ce genre d'installation important. Maintenant, un certain nombre de dérogations dans certains cas, et ça existe même en France, peuvent être accordées si l'équipement qu'on envisage de mettre en place, et c'est en Guadeloupe, on réfléchit là-dessus, si l'équipement à mettre en place n'est pas de nature à, je dirais, complètement bouleverser et dénaturer, enlever le caractère du parc, et ce qui fait que c'est un parc. Alors, est-ce que ce téléphérique est de nature? Alors, pour l'instant, les études sont en cours, que ce soit des études paysagères, que ce soit des études scientifiques sur la préservation de la biodiversité, que ce soit des études sur aussi, je dirais, les aspects culturels sont très importants. Parce que, même sur le plan culturel, la mise en place d'un équipement comme celui-là, il faut le savoir, comme elle bouleverserait un certain nombre de choses. Donc il faut que ça soit acceptable. C'est le mot qu'on emploie, acceptable. Est-ce que vous ne vous sentez pas des fois prisonnier entre une logique effectivement de parc, avec toutes les règles que ça comporte, et la pression du développement, avec tout ce que cela présuppose comme bouleversement? Comment vous faites pour gérer ça? Ah ben, tous les espaces protégés et tous les gestionnaires d'espaces protégés sont justement constamment pris entre ces deux contradictions, protégées tout en permettant le développement. Et le projet qui est là est précisément au cœur de cette problématique. Comment continuer à protéger tout en permettant un développement touristique ou un développement économique de la zone basse-terre, qui effectivement vraiment est en perdition totale, et comment faire. Et donc tout l'enjeu est là, et je dois le dire, ce n'est pas aux techniciens aujourd'hui du parc national d'en décider. Certes, les techniciens, les scientifiques, les gestionnaires de l'espace s'intéressent à la question, mais il faut savoir que, je l'ai dit en début d'émission, ce sont les politiques, ce sont les élus qui décideront en définitive de ce qu'on va faire ou de ce qu'on ne fera pas. Au vu évidemment d'un certain nombre d'études actuellement en cours, mais ce seront eux qui décideront. Oui. Donc en termes de communication, le fait que le téléphérique sera installé, enfin, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Loin de là. Il y a d'autres solutions aussi, hein. On peut envisager d'autres solutions. Donc dans le cas aussi, il est installé, supposons. En termes de communication, vous ne trouverez pas ça contradictoire, le fait que vous cherchez à protéger le parc national et le téléphérique risque de remettre en cause cette protection? Oui, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'effectivement, il y a une contradiction, mais on doit la gérer.
de la façon la plus équilibrée possible. En fait, le mot secret, c'est le mot équilibre. Comment trouver le bon équilibre? Surtout avec un téléphérique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, sur ce plan-là, rien n'a été décidé, mais il y a des interrogations. Alors, première interrogation, tout à l'heure, vous me disiez que le premier projet préconisait la destruction de pratiquement de 5 000 arbres. Oui, le premier projet qui nous avait été présenté envisageait de percer une tranchée une saignée dans la forêt des Bains Jaunes jusqu'au l'ancien parking. Bon, ça c'était totalement inenvisageable. Donc cette solution a été écartée définitivement et on ne travaille plus sur cette hypothèse. Aujourd'hui, le projet qui nous est présenté viserait, si effectivement les choses sont respectées, viserait à faire en sorte que l'équipement soit le mieux intégré possible. Le plus intégré dans le milieu, avec des cabines qui survoleraient un petit peu la canopée. Bon, voilà, on s'orienterait vers cela. Quelle sera la date d'échéance de ce projet? C'est-à-dire, quand on saura-t-on réellement si oui ou non il sera accepté? Bon, il faut d'abord déjà que toutes les études soient terminées, ce qui n'est pas le cas. Disons que les études, à mon sens, devraient pouvoir être terminées d'ici le mois de juin ou juillet prochain, pas avant, 2012. Oui. Parce qu'il y a un certain nombre d'étapes à respecter, il faut que ensuite ça passe devant des commissions, etc. Et puis, si effectivement il s'avère qu'au bout du compte, les conditions qui nous sont présentées sont satisfaisantes et ne détruiront pas le milieu, peut-être que le conseil d'administration finalement prendra la décision d'accorder la dérogation nécessaire pour cela. Mais on n'en est pas là. On va pratiquement terminer l'émission, mais je voulais quand même poser 2 questions à Lise Dolmar. Vous êtes journaliste, l'actualité aujourd'hui pour vous c'est quoi? Qu'est-ce qui vous marque aujourd'hui dans l'actualité? La mort de Kadhafi, la crise franco-allemande. La mort de Kadhafi. Oui, je pense que tous, parce que déjà de fait, on a été envahis par les propos, les images. Ça vous a choqué? L'image, la diffusion d'images, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Est-ce qu'il fallait ne pas montrer ces au-delà images? de l'homme Kadhafi, je pense que quand on montre un être comme ça, ensanglanté, qui ne comprend rien et tapé dessus, forcément ça fait quelque chose, que ce soit Kadhafi ou quelqu'un d'autre. En l'occurrence, c'était Kadhafi, donc certains présenté comme un tyran qui s'en va. Dommage qu'il n'y ait pas eu de procès. Je pense que c'est toujours bien quand il y a un procès qu'on va au bout de la logique explicative, et pour que la personne puisse... Oui, je pense que c'est ce qui marque les esprits aujourd'hui, c'est effectivement cette mort de Kadhafi, en fait, qui est la conséquence de tout un bouleversement actuellement dans les pays arabes, ces pays arabes qui sont en train de s'éveiller. Peut-être pas nécessairement, on le voit ce qui se passe en Libye, avec une issue toujours favorable. Ce que j'entends de ce que pourrait devenir le régime libyen, qui tournerait vers l'islamisme. Je ne sais pas ce qu'on pense, mais c'est un petit peu effrayant. Donc, c'est effectivement ce qui marque le plus, pour aussi l'avenir du monde en général. Oui, puis l'enjeu, on sait bien que le monde est régi par des enjeux financiers. Vous avez dit que la crise franco-allemande, ça vous gêne pas? C'est le même bas, à la limite. C'est difficile de dissocier. Vous ne pas gêné? Non, on est forcément gêné. Si, concerné, bien sûr. Il y a quand même 3 banques qui sont dans le collimateur, la Crédit Agricole, la SBBA et la BNP, qui me disent que si demain, je ne sais pas si ça a été dit au moment où on parle là, mais si les banques ne sont pas recapitalisées, il y aura des difficultés. Ça pose la question du système dans lequel nous sommes, au-delà des illustrations d'actualité. C'est ce qui sous-tend toutes les discussions d'aujourd'hui. Et chez les jeunes? Comment? Chez les jeunes, qu'est-ce qu'on ressent de l'actualité qu'on a 20 ans? Qu'est-ce qui marque? Tout en fait, surtout la crise franco-allemande, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs semaines. C'est une crise qui risque d'avoir des conséquences assez tragiques. Donc, financièrement en tout cas. Oui, exactement, financièrement. Donc nous les jeunes, ça nous sensibilise beaucoup parce que nous sommes amenés à rentrer sur le marché de l'emploi. Oui, donc on reste le plus averti possible. Ça me paraît très souvent. Alors, rapidement, Mélissa, vous êtes en vacances en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer pour les BTS? Vous êtes en vacances jusqu'à quand? Nous allons entrer en stage, donc du 31 octobre au 9 décembre. Il
faut noter aussi que pendant le mois de novembre, donc, il y a une conférence sur l'auto-entrepreneuriat. À quelle date? Le 25 novembre. Donc, c'est à l'occasion de... Au lycée Javier-Réache. Oui, au lycée Javier-Réache, à D'accord. l'occasion de la semaine école-entreprise, donc du 21 au 25 novembre. Bien. Donc, c'est de 14h aussi à 16h au lycée Javier-Réache. Bien, ben, Lise, vous savez comment ça se passe sur les plateaux. Oui. Au moment, il faut se quitter. Je vais rappeler quand même votre ouvrage, 36 heures en Haïti, un ouvrage qu'il faut lire. C'est pas un reportage, c'est pour moi pratiquement un roman, et je vous le conseille. Je voudrais aussi signaler très rapidement un ouvrage qui sort tout juste dans la semaine Magnifique. du créole. Ouais, Benjamin Maurice Di Benzo, Parole en nous. Ah oui, C'est oui. vraiment Avec des extraordinaire. registres, hein, Ouais, oui, c'est le vraiment deuil, la joie, la intéressant. tristesse. Un petit mot sur quelque chose qui est sorti hier, c'est par rapport au Guadeloupe Festival, c'est vraiment un recueil de photos pratiquement du niveau de l'agenda de La culture et la nature. Oui. Et ça, c'est la région qui a sorti ça à l'occasion du 4e festival, Guadeloupe Festival, qui aura lieu du C13. Et puis l'ouvrage de Patricia Braflan-Troubeau, Couleur de post-stigmate et stéréotypes, que je vous recommande. Voilà, l'émission est terminée. On se retrouve mercredi prochain. Dans 15 jours, nous aurons une émission spéciale avec toutes les télévisions du bassin caribéen, en tout cas francophone, parce qu'il y a un certain nombre de problèmes. Cela dit, la rediffusion de l'émission se fait jeudi, et on peut le retrouver aussi sur www.caraïbecreole.news.com. Merci d'être avec nous. On se retrouve mercredi prochain. Bonsoir. Merci.